Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur ce contre-la-montre du côté de Tirana, contre-la-montre de 13 km, qui nous a donné un résultat assez serré. Un beau suspense du côté de ce contre-la-montre. Bon, pas hyper bien filmé, avec un temps intermédiaire qui n'était peut-être pas forcément placé au meilleur endroit. On aurait peut-être pu avoir un deuxième temps intermédiaire. Ça aurait peut-être pu être intéressant. Et c'est vrai que le temps intermédiaire n'était pas toujours très lisible. Je pense qu'à certains coureurs qui sont passés techniquement dans le même temps que le leader provisoire à ce moment-là et qui se retrouvaient ensuite à avoir 7 secondes d'avance. Donc il y avait des petits soucis de lisibilité du côté de ce temps intermédiaire et puis filmé, j'ai envie de dire comme un contre-la-montre, c'est-à-dire pas toujours exceptionnel, avec surtout pas de double écran, ce qui est toujours mon regret quand je vois ce type de course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications sur les miniatures dès la mise en ligne des différentes vidéos, et pour ça il faut activer la petite cloche. La petite cloche, on l'active facilement juste après, juste à côté de l'onglet abonnés. On commence tout de suite avec cette étape, donc un contre-la-montre. Je m'attendais pas à grand chose de ce contre-la-montre, pour tout vous dire. 13 km 500, 14 km, je ne sais plus quel était le kilométrage précis, sur un parcours vallonné dans son milieu avec une bosse prévue au programme. Pas vraiment de grosses difficultés techniques, même si Luc Plapp est tombé. Mais je dirais qu'il y avait tous les ingrédients du contre-la-montre que je n'apprécie pas, c'est-à-dire du format habituel que l'on retrouve toute l'année où il y a peu de surprises. Et pourtant, je trouve que dans ce résultat de cette étape du côté du Tour d'Italie, il y a quand même des surprises avec des coureurs pas toujours extrêmement bien positionnés, mais des écarts qui restent quand même assez serrés. Donc il y a des choses qui sont intéressantes. Bon, on commence tout de suite avec le dernier coureur de ce classement. C'est Luc Plapp. Luc Plapp, qui est tombé dans ce contre-la-montre. Il était plutôt bien parti. Luc Plapp, il était plutôt bien positionné, mais il est tombé. Et cette chute lui a coûté très cher, avec un temps important de perdu. Et oui, les routes albanaises qui ne sont pas forcément évidentes. J'ai envie de dire que c'est la seule véritable surprise du côté des derniers de ce classement. Parce que sinon, dans les dernières positions, on est plutôt sur des coureurs auxquels on s'attendait. Alors, je dirais qu'il y aura quand même Cepeda. Je dirais que le contre-la-montre, c'est vraiment pas sa tâche de thé. Mais on aurait pu se dire pourquoi pas le faire à fond du côté de ce contre-la-montre. Alors, il fait plutôt un temps intermédiaire intéressant, et puis après je pense que il a un peu relâché Jefferson Alexander, Cepeda, et puis Pello Bilbao quand même, le coureur de la Bahrain Victorious. On aurait pu s'attendre à mieux du côté du coureur espagnol, mais là encore je pense qu'il est totalement dans un rôle d'équipier pour Antonio Tiberi, dans un rôle de lieutenant de luxe. Mais par contre, en ayant perdu 1 minute 56, imaginons Tiberi se rate complètement dans les étapes de montagne et Bilbao serait pas mal. Cette minute-là, 56 de perdu, alors qu'en temps normal, il aurait peut-être plutôt perdu 40-45 secondes, voire peut-être même de 40 secondes. Entre 35 et 45, je pense qu'il aurait pu perdre. Cette minute-là en plus, elle peut coûter cher du côté de Bilbao. Si Tiberi n'est pas en forme. On a Krag Andersen également, 161 et Lippins. Mais là, très clairement, ce sont des coureurs qui n'ont pas fait ce contre-la-montre à fond. Allez, on remonte un petit peu ce classement pour voir les coureurs qui n'ont pas été excellents. Bon, Steinhauser, c'est surprenant, Steinhauser, parce qu'on le compare beaucoup
à Ulrich. Ulrich était bon sur le contre-la-montre. C'était même plutôt sa spécialité. À Jan Ulrich. Et c'est vrai que Stein, Hauser, c'est un coureur qui, un peu comme Kemna aussi, me frustre quand même de temps en temps. Parce que c'est vrai qu'il chasse beaucoup les étapes. Et je me dis que de temps en temps, allez, il pourrait peut-être, sur certaines courses, les jouer peut-être un peu plus à fond. Mais là, sur le contre-la-montre, une 46 de perdu, c'est beaucoup. Et je pense qu'il a les qualités pour faire mieux sur ce type de parcours. J'ai eu un petit baillou. Mais il a les qualités vraiment pour faire des choses bien plus intéressantes que ça. Voilà, Steinhauser, Scaroni. J'ai l'impression que depuis qu'il a perdu sa moustache, Scaroni, il a perdu son mojo. C'est moins intéressant. Après, il a démarré tellement fort l'année, jusqu'au Strade Bianche, que peut-être là, il y a un petit contre-coup pour Scaroni. C'est-à-dire qu'il a du mal à relancer la machine, un petit peu comme Marc Hirschi, et que la situation est un petit peu plus compliquée, en sachant qu'il y a eu quand même 6 semaines d'arrêt pour une clavicule, aussi du côté de Christian Scaroni. Bon, bah là, c'est pas excellent. Après, ça n'a jamais été un spécialiste du chrono. Et je pense qu'on mise quand même beaucoup plus sur Fortunato du côté du classement général que Scaroni. Castroviero, bon là, il ne l'a pas fait à fond, Castroviero. Et puis, c'est plus forcément un exercice dans lequel il excelle. C'est vrai qu'il était très bon, géré il y a 5-6 ans sur le contre-la-montre. Et puis, au fur et à mesure, on l'a vu redescendre dans la hiérarchie, un petit peu comme Campenart aussi, qui a été champion d'Europe de la discipline, mais qui a régressé dans la hiérarchie au fur et à mesure. C'est pareil pour Castroviero, et là je pense très clairement, vu qu'il savait qu'il ne ferait pas mieux que top 15 peut-être aujourd'hui ou top 20, bon, il s'est dit je ne le fais pas à fond, il y a peu d'intérêt à faire ça, donc je préfère me réserver pour les autres étapes. Quintana, petit indice, on joue pour Rubio. Alors après, c'est avec Quintana depuis son retour, après son arrêt suite au tramadol, plus ensuite son départ de la Arkea et le fait de revenir chez Movistar après. Depuis qu'il est chez Movistar, enfin ce deuxième passage chez Movistar, les chronos, alors déjà que c'était pas forcément là où il excellait le plus, mais il arrivait des fois à se défendre, Quintana, dans certaines conditions. Bon là maintenant c'est vraiment un exercice où il n'est plus performant, Nairo Quintana, et je me dis quand même 1 minute 42. Je pense que c'est un coureur qui pouvait quand même être dans le top 100 aujourd'hui. Donc je dis peut-être qu'on a relâché sur la fin et qu'on mise vraiment tout sur sur Einer Rubio plutôt, qu'Ivan Romeo, qui n'est pas au départ, mais sur Rubio. Et je pense que ça va être un petit peu, il va être plutôt dans un rôle de lieutenant, et pourquoi pas essayer d'aller chercher une victoire d'étape dans une échappée du côté de Quintana. Mais je pense que le général, on misera plutôt sur Rubio. Bon, c'était un peu ce qu'on pensait quand même. Mais voilà, je pense qu'on misera quand même sur Rubio. Du côté de la Movistar. Dommage parce que je pense que Quintana est pas si mal. Mais là, voilà, une 40 de perdu comme ça, 134e, on est quand même loin des standards que peut faire ce coureur. Je remonte un petit peu dans le classement. On a Milan Vader, Moschetti du côté de la Q36. Ben Turner du côté d'Ineos, 120e. Et puis on va remonter tout doucement ce classement. Nick Schulz, Jan Hirt assez loin, mais qui est cette année dans un rôle d'équipier. Jan Hirt pour DIG, on le savait depuis le départ, il ne vient pas là en tant que co-leader. Et puis les fois où il a fait top 10 sur le Giro, je n'ai pas souvenir qu'il avait fait non plus des contre-la-montre extraordinaires. Alors là aussi, c'est un petit peu loin par rapport à ce qu'il est capable de faire d'habitude. Mais en gros, comme Mastada, on est sur des coureurs qui seront là en tant qu'équipiers et pas en tant véritablement de leader. Zana, là aussi, je pense qu'on... Chez Jayco, de toute manière, on a peu de chances de faire un bon classement général du côté de cette formation. Donc voilà, pas de grande surprise du côté de Zana. 96, Fortunato, pour le classement général, je pense qu'on est sur le coureur qui est le plus loin.
Fortunato, c'est vraiment pas sa tasse de thé le chrono, donc il perd 1 minute par tranche de 10 km et c'est à peu près ce qu'il a fait aujourd'hui. Il peut pas faire mieux par rapport au meilleur. Voilà, moi je l'ai vu l'an dernier sur le contre-la-montre, il perd 5,30 sur le premier chrono face à Pogacar. Je crois que c'est 5,30 ou 5,40 qui perd Fortunato. C'est vraiment un exercice qu'il exècre. Il n'apprécie pas ça. Il n'est pas bon dans ce domaine. Bon, ça veut dire qu'il faudra miser autrement pour aller chercher un top 5 qui est du côté de Fortunato, mais je pense que l'objectif est plus top 10 hein, du côté du coureur italien. J'ai envie de dire qu'une 24 de perdu. Bon, il perdra encore du temps sur le chrono de Pise. Hein. On peut miser sur un 3 minutes de perdu à Pise, 3 minutes 3,20 de perdu à Pise du côté de Fortunato. Ça fera 4 au final s'il n'y a pas d'autres débours d'ici là. Ça ferait 5 minutes de retard. Bon, 5 minutes de retard, Fortunato, il a toujours toutes ses chances pour un top 10 hein, ou un top 15. Donc je pense qu'il satisferait énormément Astana pour les points UCI. Donc on sait, hein, Fortunato, le contre-la-montre, c'est vraiment pas sa tasse de thé. C'est déjà le cas hein, chez Eolo Cometa dans ses jeunes années. Eulalio, je dirais que c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est pas sa spécialité du tout, le contre-la-montre. Donc là aussi, du côté du Portugais, il y a encore du travail. C'est un coureur qui est en World Tour depuis pas si longtemps que ça, Eulalio, hein, depuis le début de saison. Il vient d'une équipe Conti portugaise. Le contre-la-montre, c'est pas forcément la priorité, encore une fois, dans les équipes de Conti, parce qu'on sait qu'on n'a pas le matériel pour rivaliser avec les meilleures équipes. Donc là, je pense très clairement, on a joué sur autre chose. Voilà, on a joué sur d'autres paramètres du côté de ce chrono. Et voilà, on jouera peut-être plus tard. Et puis, Eulalio, il est là pour Tiberi aussi. Hein. Du côté du coureur portugais. Mantis, c'est pas si mal au final, Mantis, sur ce chrono. Pour du Mantis, hein, encore une fois, c'est correct. Hein, une 19. Là aussi, c'est un exercice qu'il affectionne pas du tout. Hein. Donc, de le voir à ce niveau-là, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà. Il est quand même juste derrière Kruijswijk. Or, normalement, Kruijswijk est un petit peu meilleur. Je me dirais, oui, c'est pas si mal. Voilà. Ça aurait pu être pire. Voilà, du côté de Mantis. Donc, c'est-à-dire qu'il a encore quand même des ambitions pour aller faire quelque chose en montagne. Hein, du côté du coureur sud-africain. C'est rassurant pour ses fans. Je sais qu'il y en a un dans les commentaires qui aime bien le sud-africain. Pinarello, 84, là encore, hein, les équipes comme la Bardani, le chrono, pas forcément la priorité, pas forcément le matériel le meilleur. Donc même sur 13 km, eh bien, ça commence à se sentir. Je dirais que c'est correct pour Pinarello. Une 18, c'est pas une catastrophe pour ce coureur-là. On remonte et on va attaquer les premiers gros leaders du côté de ce classement général. Et ça va commencer le maillot blanc Buzzato, hein, déjà qui a fini 62. Je crois que c'est, voilà, il n'est pas très loin de Guys Van Hoek. C'est pas mal hein, pour le coureur d'Intermarché. L'Italien qui a pris un carton jaune lors de la première étape. On n'en avait pas parlé sur le débrief de la première étape. Non, premier coureur véritablement pour le classement général. Je dirais que c'est Einer Rubio. Là aussi, pas un expert du chrono, Einer Rubio. 56 secondes, je dirais que c'est plutôt très correct pour du Einer Rubio. Je pense qu'il a un peu travaillé quand même la discipline. Parce que normalement, il est quand même plus bas dans la hiérarchie que ça, hein, Einer Rubio. Donc là, je dirais 56 secondes. C'est pas si mal. Ça ferait sur un chrono de 28, 2 minutes de retard. Donc ça le calerait à 3 minutes. L'an dernier, à 3 minutes, vu son niveau en haute montagne, ça peut être intéressant. Hein. Carapaz, il était à 3,30. Je crois un truc comme ça, 3,30, 4 minutes. Quand il avait attaqué sur le Giro en 2019. Donc je dirais que ça le placerait quand même dans une situation très intéressante. Donc il s'en est plutôt très très bien sorti. La bosse l'a peut-être aidé du côté d'Einer Rubio, mais sur un format comme ça,
assez court, eh bien il s'en est quand même très bien sorti, Einer Rubio. Donc plutôt une bonne nouvelle pour le coureur colombien. David Gaudu, 54 secondes de perdu. C'est pas exceptionnel pour du David Gaudu. C'est pas exceptionnel, comme Romain Bardet en passant, qui finit à 51 secondes. Alors Romain Bardet a déjà fait mieux sur les contre-la-montre. Il a fait parfois des très très bons contre-la-montre. Il a parfois été très très bon dans cet exercice. Et parfois il a été catastrophique aussi, mais depuis qu'il était chez Picnic, il avait quand même vraiment bossé le contre-la-montre. Il avait plutôt fait des résultats en progrès. David Gaudu aussi, hein, c'est un coureur qui est capable de faire beaucoup mieux sur le contre-la-montre. On a quand même pas mal travaillé sa position ces dernières années du côté du coureur français. Donc par rapport à leur hiérarchie, c'est vrai que par rapport à l'écart de temps, c'est pas ignoble, on va dire, c'est pas catastrophique. Mais par rapport à la hiérarchie des leaders du classement général, le fait que Gaudu soit à 2 secondes de Rubio est quand même largement moins bon normalement que Gaudu, que Romain Bardet soit aussi loin, on va dire, dans la hiérarchie des leaders. Ça, c'est pas vraiment une satisfaction pour ces deux coureurs. Chris Harper du côté de la Jayco Alula à 51 secondes, ça n'a jamais véritablement été un expert du contre-la-montre. Chris Harper, un début de saison très discret par rapport à l'an dernier du côté du coureur australien. Donc, je dirais que c'est le leader pour le classement général pour la Jayco Alula, mais on mettra aussi ses œufs dans les échappées du côté de cette formation parce que très clairement, on n'a pas forcément les armes pour faire de très très bons résultats. On remonte, Hugo Hull, Vandrame, Paleni, le français, qui finit à 50 secondes. Et puis Egan Bernal, seulement 46e. Egan Bernal, lui qui pourtant a fait le doublé du côté des championnats de Colombie. À une époque, Egan Bernal, ça roulait très fort sur le contre-la-montre. Mais forcément, on rappelle qu'il est tombé sur un vélo de contre-la-montre. Forcément, ça a eu des séquelles du côté de Bernal, que ce soit des séquelles physiques qu'il a toujours, mais aussi des séquelles mentales dans cet exercice. Et là, je pense que il a eu du mal à se mettre totalement dedans. Je pense tout simplement Egan Bernal. Et là, c'est une déception pour le coureur colombien, surtout après son titre de champion de Colombie. Alors certes, c'est le titre de champion de Colombie. Certes, la densité au départ n'était pas exceptionnelle, mais on pensait peut-être qu'il avait retrouvé des sensations dans cet exercice. Là, je le trouve quand même extrêmement loin. Je ne sais pas si je l'avais pas vu en début de saison. Non, il avait fait. Alors après, c'est vrai qu'il n'a fait qu'un contre-la-montre au final cette année au championnat de Colombie. Il n'en a pas fait d'autres. Et oui, encore une fois, le niveau était très faible sur ces championnats de Colombie. Il y avait peu de monde au départ. C'était un contre-la-montre, comme vous le voyez, en boss en plus, plus long. Donc là, ça a été compliqué pour lui du côté d'Egan Bernal. Voilà, petite déception pour moi. Garofoli, chez Quick-Step, ça devient le leader du côté du général avec Cataneo. Donc je dirais, il s'en sort plutôt pas mal pour un jeune coureur comme ça. Là aussi, pas forcément un spécialiste du chrono, jeune coureur, il faut parfois un peu d'expérience dans cette discipline. Un tir groupé, puis Ciccone, Pidcock, Piganzoli à 42 secondes. Je dirais que pour Piganzoli, c'est vraiment pas mal, la 40 secondes. Pour Ciccone, je dirais qu'il est dans sa moyenne. Je suis un peu surpris par Pidcock, je m'attendais un petit peu mieux contre la montre où en plus il y avait une petite bosse. Je me disais que ça aurait peut-être pu un peu mieux le faire. Voilà, du côté de Pidcock. Je le voyais peut-être plutôt au niveau des frères Yates qu'à ce niveau-là, Pidcock. Donc oui, 7-8 secondes de mieux pour Pidcock à la portée du top 30. Là, je le trouve un petit peu loin. Voilà, Thomas Pidcock, Ciccone. Pour moi, il est plutôt correct plus, Ciccone, sur ce contre-la-montre. Et puis Piganzoli, c'est plutôt très bien pour le coureur italien, parce qu'encore une fois, on est dans une équipe de deuxième division, Polti Visite Malta, avec des vélos. C'est les vélos de la marque de Contador, donc pas forcément les meilleurs vélos sur le contre-la-montre.
Donc je dirais que c'est plutôt intéressant. Alors, voilà ce qu'a donné Piganzoli. Et pour le top 10, à la fin de la course, bah, si il est à chaque fois dans le top 50 des contre-la-montre, ça va être très intéressant pour lui. Pas très loin de Caruso, certes qui a vieilli, mais qui reste quand même un bon coureur dans cet exercice-là parmi les grimpeurs, qui a l'air d'être plutôt en bonne forme. Papi Caruso, comme l'a surnommé Guillaume Di Grazia. Donc je dirais que c'est plutôt pas mal du tout pour Davide Piganzoli. Jane Lay, dans un rôle d'équipier, mais il l'a fait quand même un minimum à fond. Après, Jane Lay, sur les chronos, depuis le chrono du Tour d'Italie, où il avait perdu face à Tao Geoghegan, mais il avait perdu face à Tao Geoghegan, c'est quand même pas le plus mauvais. C'est pas le meilleur, mais c'est un coureur qui sait être quand même un minimum correct et pas se prendre des grosses branlées sur le contre-la-montre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Carapaz aussi, hein, qui pourtant s'est fait une grosse frayeur, mais finit 32e. Alors peut-être que sur la grosse frayeur, tu as fait perdre au moins 3-4 secondes hein, à Carapaz. Bah, ça l'envoyait devant Adam Yates et au niveau de Simon Yates. Donc plutôt pas mal pour Richard Carapaz. Wout van Aert, vous le voyez, hein, seulement 34. Bon, il l'a dit, il a compris assez vite qu'il ne serait pas dans le coup, un manque de puissance. Peut-être pas récupérer des efforts de la veille du côté de Van Aert, ou encore des soucis de puissance avec la position sur le vélo de chrono, avec les blessures du côté de son genou. Un vélo de chrono, c'est pas forcément le même pédalage, donc peut-être du mal à emmener le braquet du côté de Wout van Aert, donc seulement en 34e. Dorian, ah non, j'ai confondu les Cepeda. C'est pour ça que je me disais, il y avait un Cepeda qui avait fait un très bon temps à l'intermédiaire. Bah oui, c'était Jefferson Alvaro Cepeda. De toute façon, voilà, les deux cousins ont quasiment le même nom. Qui a fait un très bon chrono, Cepeda, du côté de la Movistar. Je crois que c'est, oui, j'avais vu le chrono passer et non, j'ai confondu les deux cousins. C'est dur pour les dyslexiques, les cousins avec les mêmes noms. Mais ouais, Cepeda, très bon chrono du côté de la Movistar, avec une 27e place. Et puis les frères Yates, ils sont pas frères jumeaux pour rien, hein, 3 secondes d'écart entre Adam et Simon. Simon, un peu meilleur qu'Adam Yates du côté de cette équipe. On remonte, Kelderman, 33 secondes. Pellizzari, voilà, c'est quand même une grosse surprise pour moi, Pellizzari, aussi bien positionné. Vous voyez, seulement à 4 secondes hein, d'un Derek G, 3 secondes même hein, d'un Derek G. Ça, c'est vraiment très fort ce qu'a fait Giulio Pellizzari, parce que G, Storer, Tiberi sont quand même pas mauvais dans la discipline. Pellizzari l'an dernier, si on regarde ses chronos sur le Tour d'Italie, je crois me souvenir que c'était pas exceptionnel. Sur le Tour d'Italie, 124,86. Oui, 124,86. Est-ce qu'il avait fait d'autres chronos l'an dernier? Prologue 92 sur l'Istrian Spring Trophy. Donc c'était vraiment pas un exercice qu'il affectionnait. Et là, il a été vraiment très très bon sur ce contre-la-montre. Donc on voit les progrès du jeune coureur italien. Et ça, c'est très intéressant pour lui. Donc très bon chrono de Pellizzari, Zillard également. Mais là, c'était presque un peu trop long pour lui. Derek G, il s'est un peu refait la cerise par rapport à la veille. Donc je dirais qu'il est dans ses... Comme Storer, c'est un niveau tout à fait correct. Déception pour moi, Tiberi, hein. Je m'attendais plutôt à le voir dans le top 10. Tiberi, il y a quand même des coureurs qui sont normalement moins bons que lui qui sont devant. Je pense Cataneo, je pense à Rensman, un Joseph Cerny qui sont devant. Je l'attendais plutôt au niveau des Tannetters. Donc déception pour moi, Antonio Tiberi, qui au final a perdu du temps à la fois sur Ayuso, mais à la fois également sur Roglic et sur Daniel Felipe Martinez, sur Rensman. Donc pas forcément une belle performance de la part de Tiberi. Cataneo toujours bon dans cet exercice avec Rensman et Daniel Felipe Martinez qui l'ont fait à fond. Del Toro aussi elle l'a fait à fond. Parce qu'hier il avait souffert Del Toro sur la première étape. Il avait été transpercé par le peloton. Mais il s'en est plutôt bien sorti. Puis on remonte le top 10. Asso, qui perd quand même du temps par rapport à Roglic, 16 secondes. On m'avait dit que c'était à peu près 1,5 seconde du kilomètre. C'est une chouille mieux là qu'une 1,5 seconde par tranche de 1 km pour Ayuso par rapport à Roglic.
Donc là, c'est plutôt pas mal. On avait mis ça dans les commentaires que sur leur dernière confrontation, on était à 1 seconde 5. Bah là, c'est quand même un peu mieux hein, pour Ayuso. Donc intéressant de la part de l'Espagnol, mais ça montre que Roglic est déjà en forme avec ce deuxième temps. Et puis ce maillot rose récupéré par le coureur tchèque, mais battu par Tarling pour 24 petits centièmes seulement. Hein. Ça, c'est vraiment rien du tout. Et puis Jevine, quand même saluer la performance de Jevine qui bien hier est tombé très lourdement. Et je pense que sans cette chute, bah, la victoire était peut-être possible hein, pour Jevine. Parce que la chute a dû affecter son coup de pédale. Hein. Il était vraiment brûlé un petit peu de partout. Le coureur australien. Et puis donc Affini qui finit 4e. Et Vacek, Danule, Pedersen. 5, 6, 7. J'étais pas mauvais hein, sur mon pronostic sur Mats Pedersen. J'avais dit entre 7 et 12. Bah, il est là. Et donc Danilo et Vacek. Voilà, plutôt bien. Le classement général. Roglic qui passe en tête devant Pedersen. Mais est-ce que Pedersen ne voudra pas reprendre la victoire sur l'étape numéro 3? Et puis Vacek, McNulty, Ayuso. Les écarts restent quand même assez réduits dans ce top 10. Et vous voyez, hein, Pellizzari 10e avec un très très bon chrono hein, pour le coureur de la Red Bull Bora. Et vous voyez que dans ce top 10, il y a quand même des Red Bull Bora, UAE, Lidl Trek. On a du mal à avoir d'autres formations aux avant-postes. Le classement du maillot vert, c'est Mats Pedersen qui est en tête devant Van Aert, Tarozzi, Tarling et Tonelli. Le classement de la montagne, toujours Moniquet. Le maillot blanc, c'est Matthias Vacek qui passe devant Ayuso, Del Toro, Max Poul et Tiberi. Il y aura une belle bagarre pour ce maillot blanc hein, du côté de ce Tour d'Italie. Et puis le classement par équipe, c'est la Lidl Trek avec 7 secondes d'avance sur la UAE. La Red Bull 3e devant la Visma Leasebike. Ineos seulement 11e. Ça, c'est pas l'idéal hein, pour les voitures de directeurs sportifs. Et puis Soudal Quickstep, bon, dernier. Mais je regarde Israël assez loin aussi hein, dans la file des directeurs sportifs. Groupama également. Donc ça, c'est pas l'idéal hein, parce qu'il faut savoir que plus vous êtes loin dans le classement par équipe, plus votre voiture de directeur sportif est loin dans la file. Et en Albanie, on est quand même toujours sur des petites routes pour l'étape 3. Donc ça peut avoir un désavantage assez fort. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!